Vous êtes médecin vasculaire et phlébologue à Paris. Et avec vous aujourd'hui, donc, on va parler en détail de la phlébite, de ses facteurs de risque et de son traitement. Mais avant ça, j'ai envie de vous demander ce qui s'est passé pour vous pendant cette épidémie quand même, car je crois savoir que vous n'avez pas chômé les médecins vasculaires et vous, particulièrement, vous m'en avez parlé. En effet, pendant toute la période, on a beaucoup travaillé parce que ce qui guette, en tout cas dans ma spécialité, c'est évidemment la phlébite, et le confinement a fait que beaucoup de gens ne sont pas sortis, sont restés immobiles. L'immobilité, malheureusement, favorise les phlébites, surtout chez des patients qui ont déjà fait ce genre de choses. Et puis, comme vous avez dû en parler évidemment autour du Covid, on sait très bien maintenant que c'est a priori une maladie vasculaire du poumon, en tout cas de plusieurs organes, mais principalement du poumon. On s'est aperçu qu'en fait, il y avait une occlusion des petites artérioles et des capillaires alvéolaires au niveau du poumon, et c'est ce qui engendrait ces syndromes de détresse respiratoire majeure, et ce qui fait que nous, on a été extrêmement sollicités chez des patients qui avaient des Covid pour vérifier s'il n'y avait pas d'autres thromboses dans d'autres organes. Vous me disiez que vous aviez même des ambulances qui venaient vous apporter des patients Covid positifs à votre cabinet. Tout à fait. Bon, maintenant, j'en vois plus réellement actuellement, mais voilà, ça a été deux sources d'urgence, en tout cas dans le cadre de notre activité de médecine vasculaire. Jimmy ? Docteur Toledano, est-ce que vous pouvez nous rappeler simplement ce qu'est une phlébite ? Alors la phlébite, c'est très simple, c'est une dénomination qu'on emploie un peu moins aujourd'hui, mais qui est en fait le synonyme de thrombose. La phlébite, c'est un caillot qui apparaît dans une veine et qui occlue la veine et qui génère une douleur qui devient souvent intense chez les patients et qui sont obligés à ce moment-là de consulter. Donc ça se manifeste par l'apparition d'un œdème, d'un gonflement, si c'est au niveau du mollet, un gonflement du mollet, un œdème, le mollet devient un peu rouge, douloureux, et donc ce qui est assez synonyme d'une phlébite, c'est quand la douleur apparaît de manière unilatérale. Si on a la sensation d'avoir des douleurs dans les jambes de manière bilatérale, c'est-à-dire aux deux jambes, là c'est peut-être moins important. C'est classique dans l'insuffisance veineuse. Oui, je vous en prie. Et docteur Toledano, la phlébite, elle apparaît, donc vous dites dans une jambe, mais quand vous dites phlébite et thrombose, c'est la même chose ou pas du coup C'est exactement pareil. C'est-à-dire que la phlébite est une vieille dénomination. Aujourd'hui, on parle plus facilement de thrombose parce que quand on entend la dénomination phlébite, on parle plutôt d'une inflammation. Or, il n'y a pas qu'une inflammation de la veine, il y a aussi une occlusion à l'intérieur du vaisseau, donc par un caillot qui se forme à l'intérieur du vaisseau. Et donc, le terme le plus exact est plutôt de thrombose. C'est pour ça qu'on emploie moins ce qualificatif de phlébite, mais qui restait, en tout cas dans le langage populaire, on parle plus facilement de phlébite, mais c'est exactement un synonyme de thrombose. Docteur Mohamed ? La phlébite, initialement, ça fait peur, ça fait mal, donc les gens viennent consulter, et le risque, c'est l'embolie pulmonaire, mais toute phlébite ne donnera pas d'embolie pulmonaire, ça dépend peut-être aussi de la localisation. Est-ce qu'il faut toujours s'inquiéter d'avoir une phlébite ? Alors vous avez parfaitement raison, toute phlébite ne donnera pas d'embolie pulmonaire, et Dieu merci. On sait que certaines vont malheureusement, quand elles ne sont pas traitées, migrer, c'est-à-dire que le caillot va remonter au niveau des veines du membre inférieur pour aller encore plus haut, jusqu'à atteindre donc les artères pulmonaires. Donc il faut que vraiment le caillot soit situé assez haut pour qu'il y ait plus de chances de faire une embolie pulmonaire. Plus de risques. Mais il ne monte pas toujours ce caillot dans les poumons quand même, dans les artères pulmonaires, pas toujours. Exactement. Alors, pour répondre à la question de mon confrère, le docteur Jimmy Mohamed, c'est en fait plus le caillot est situé au niveau proximal, c'est-à-dire plus il est situé haut au niveau de la cuisse par exemple, plus il a un risque malheureusement de générer une embolie pulmonaire. S'il est bas, évidemment il y a moins de risques parce qu'il faut qu'il remonte quand même tout le membre inférieur. Ouais. Docteur Toledano, d'ailleurs, on parle de la phlébite. Là, on a parlé beaucoup du mollet, de la jambe, de la cuisse. C'est toujours dans les membres inférieurs. Ça peut pas être, je sais pas, dans le bras ou une phlébite. C'est toujours en bas ou ça peut être plus haut dans le corps ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, ça touche principalement 80% des thromboses touchent principalement les membres inférieurs, mais on peut en faire également au niveau des membres supérieurs, c'est-à-dire au niveau du bras ou de l'avant-bras. Ça arrive souvent dans un contexte particulier. C'est quand la veine a été malheureusement irritée après une perfusion, après une prise de sang. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la veine soit un petit peu agressée. Mais c'est plus rare, donc on a compris quand même. C'est beaucoup plus rare. Docteur Jimmy Mohamed. Et la phlébite touche plutôt des hommes ou des femmes ou une tranche d'âge en particulier ? Alors c'est une très bonne question. Là j'ai vraiment un des facteurs de risque permanents que l'on connaît bien. Pour vous donner un simple exemple, avant 40 ans, il y a quasiment une personne sur 10 000 qui va faire une phlébite, donc c'est quand même assez rare. Passé 75 ans, c'est carrément une personne sur 100. Donc vous voyez, là j'ai vraiment un facteur de risque
très aggravant. Plus on prend de l'âge, malheureusement, plus on a un risque de faire des phlébites. Alors, il y a d'autres facteurs de risque. La grossesse, par exemple, attention, je crois. La grossesse. Tout à fait. Alors, la grossesse, c'est vraiment un facteur de risque parce quand on est enceinte, malheureusement, on a 5 fois plus de risque de faire une phlébite. Oui, 5 fois, donc, c'est il faut énorme. être extrêmement... Ouais, tout à fait. Il faut donc être très, très vigilant, les femmes enceintes, surtout celles qui ont des antécédents, qui ont déjà fait elles-mêmes des phlébites. Quand elles tombent enceintes, elles sont beaucoup plus vigilantes. On leur demande vraiment d'être surveillées et de faire donc des examens réguliers pour vérifier que tout va bien. Donc ça, c'est très important. Après, il y a d'autres maladies, malheureusement, comme certaines maladies inflammatoires, comme tout ce qu'on appelle les rectolicolite hémorragique, certaines maladies inflammatoires. Les cancers peuvent aussi favoriser des phlébites. Ça, c'est principalement ce qu'on connaît comme facteur de risque permanent. Après, ce qui est connu, c'est évidemment l'immobilité, c'est-à-dire que quand vous êtes amené à être hospitalisé, que vous n'allez pas bouger de votre lit, ou même chez vous à la maison sans bouger, c'est ce qu'on disait par rapport avec le Covid, bien sûr. Ce sont des facteurs qui, malheureusement, peuvent générer une immobilité pour une raison simple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on ne bouge pas, on ne mobilise pas les muscles du mollet qui aident le sang à remonter. Donc il y a une stase qui est aggravée dans le mollet ou dans la jambe. Et cette stase, si en plus on est déshydraté, qu'on ne boit pas beaucoup, il a fait énormément chaud, les gens n'ont pas bu en conséquence. Donc le sang devient moins fluide et un caillot peut se former. Donc ça, c'est connu. Alors c'est le cas quand on a également un plâtre, quand on est amené à avoir un plâtre dans la jambe. Donc on prévient ce type de risque en donnant des traitements anticoagulants aux gens qui sont plâtrés. Mais voilà, donc la chirurgie aussi est à risque quand on se fait opérer. C'est quelque chose à prévenir après une chirurgie.